Alors, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Alors, c'est marqué Parashat Korach, c'est marqué Vaikar Korach. On est page, au début de la paracha, page 870, Vaikar Korach. Donc, a pris Korach, ben Itzar, ben Kehat, ben Levi. Il a pris Korach, qui était fils de Itzar, le fils de Kehat, qui était lui-même fils de Lévi. Oui, Lévi, c'est le fils de Yaakov Avinu. Bon, on n'a pas mentionné Yaakov Avinu. Vedatan va Aviram, il a pris Datan va Aviram, ben Eliav, qui étaient les enfants d'Eliav, et On ben Pelet. Et On, fils de Pelet, Béné Réhouven, qui était descendant de Réhouven. C'est marqué Vayakumu lifnei Moshe. Ils se sont levés devant Moshe. Va Anashim, mi Bnei Israël, avec des hommes qui faisaient partie des enfants d'Israël. Chamishim Mataim Nesieda. 250 Nesieda, des chefs de l'assemblée, des chefs des tribunaux. Ouais, crié Moadan Shechem, des gens de renom, des gens reconnus et de renom. Vaïkalou al Moshe Valaron. Et donc ils se sont rassemblés autour de Moshe et d'Aaron. Vayamru Alehem, ils leur ont dit Rav Lachem, ça suffit pour vous. Kikol Aeda Kolam Kedoshim, parce que toute l'assemblée est sainte. Ou Betocham Hashem, et ce Hashem se trouve parmi eux. Ou Madoua Titnaseu Alekal Hashem. Et pourquoi vous êtes-vous monté au-dessus de l'assemblée d'Israël, d'Hachem? Alors, Rashi explique comme ça. Alors, écoutez bien. Bon, donc ici, c'est quoi le sujet en fait? Voilà, le sujet de cours de ce soir. Ouais, c'est d'expliquer comment un homme comme Korach, ouais, il a pu arriver avec de la manipulation à contrecarrer Moshe Rabbeinu. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a permis de recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a ouvert la mer Rouge. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a, grâce à lui, on a eu la manne. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui intervient chaque fois qu'on faute, c'est lui qui intervient auprès d'Hachem. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui, lorsque on va écouter les 10 commandements, c'est lui qui va finalement, les 8 autres commandements, c'est lui qui va les entendre, et de lui on va écouter parce qu'on est incapable d'écouter d'Hachem directement. Quel argument il faut avoir, ouais, pour arriver à contrecarrer cet homme? Hein? Comment c'est possible, hein? Qu'est-ce qu'il faut dire? Donc on voit ici qu'il y a une force de manipulation. Ouais, la manipulation que peut avoir Korach, elle est énormissime. Moi j'aimerais comprendre comment on peut être un véritable manipulateur comme ça. Pourquoi faire? Pas pour que Hashem ressemble à Korach, mais ça vous intéresse d'être manipulateur? Non, ça vous intéresse pas? Moi ça m'intéresse. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que la manipulation, est-ce qu'on n'est pas manipulé dans sa vie, non? Par le Yetzer Hara, par les gens. Alors quand je sais être un manipulateur, je sais comprendre la manipulation. Et donc je peux avoir des solutions à la manipulation parce que je peux l'être. Vous comprenez ou pas? Donc ça peut nous aider le dimanche. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse de comprendre comment il a pu être aussi fort. Voilà. Et quels sont les paramètres, les symptômes qui nous permettent de déterminer qui est manipulateur et qui ne l'est pas. Et aussi comment on peut avoir la force d'argument. Il faut des arguments pour arriver à ça. Hein. Comment il va réussir à argumenter, c'est extraordinaire. Ok. Donc c'est marqué comme ça, Vaikar Korach. Il a pris Korach. Vous savez quoi, il a pris Korach? Alors Rashi explique là-bas, hein, comme ça. Vaikar Korach. Regardez le deuxième Rashi de la paracha. On est la première ligne du paragraphe de droite. C'est marqué Vaikar Korach. Lakach et atzmo letzad echad. En fait, ça veut dire quoi qu'il a pris? Il s'est pris lui-même. Ouais. Pour se séparer de l'assemblée, le horaire à la keuna et revendiquer la keuna, c'est-à-dire d'être le prêtre, le grand le grand Kohen Gadol. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a karetatsmo. Il s'est pris lui-même. C'est quoi Vaikar? Il a pris? Pas qu'il a pris. Il s'est pris lui-même. Il s'est sorti de l'assemblée. Zeush etiagem onkelos veit paleg. Vous voyez dans le Targum Onkelos qui est dans la marge à gauche là, c'est marqué veit paleg korach. Veit paleg en araméen, ça veut dire il se sépare, il se divise. Palga en hébreu, en araméen, ça veut dire diviser. Va'it paleg, il s'est divisé. Ça veut dire qu'il s'est sorti de l'assemblée. Voilà. Alors c'est pour nous dire quoi? Et c'est Rachidi, Vezeu, Shitiran Kespien, Nechlak Mishaeda. Donc il s'est séparé, divisé de l'assemblée, de Redana, l'Arzik Mamachloket, pour entretenir le conflit. Ça va? Premier symptôme, c'est quoi le premier symptôme? Le premier symptôme, est-ce que c'est normal que les gens se séparent des autres? Non. Non. En général, on ne veut pas être seul dans la vie, ça va? Donc quand vous voyez qu'il y a des gens qui s'isolent, ça sent mauvais ou pas? Oui. Ça peut vouloir dire qu'ils préparent un coup. Parce que c'est pas naturel de séparer. Les gens, ils veulent être en communauté, vivre en communauté, ils ne veulent pas vivre seul, ça n'existe pas. Donc quand vous voyez tout à coup quelqu'un qui veut se séparer, ça veut dire qu'il y a un petit problème. D'accord? Ça sent mauvais. Ça veut dire que peut-être qu'il est en train de préparer quelque chose contre nous. Aussi. Peut-être ça veut dire qu'il est malade.
Peut-être ça veut dire qu'il est triste, peut-être ça veut dire qu'il se sent mal, peut-être je ne sais pas. En tout cas, ça ne sent pas bon. Il y a un problème. Alors à moi d'analyser, de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc je remarque ici, Rachid nous dit, Nechlak veit paleg, il s'est séparé. Le premier symptôme d'une personne qui prépare quelque chose dans le dos des autres, c'est de se séparer de la qui est là, se séparer des gens, se séparer des groupes. Voilà. Donc c'est ce que dit Rachid, premier symptôme. Qu'est-ce qui est marqué? Donc il s'est séparé des gens, Vaikar, il a pris. Vaikar, mais le sens littéral, c'est de dire qu'il a pris des gens pour lui. Il a pris des gens pour s'entourer, d'être fort. Ben Issar ben Kiad ben Lévi. C'est marqué, bizarrement, c'est rare qu'on nous dise de qui on est issu dans la vie. Ouais, on ne dit pas Moshe, il est fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, quelle génération derrière. Ici, par contre, Korach, on nous a dit, oui, on nous a dit que Korach, il est fils de Itzar, il est fils de Kiad, qui était lui-même fils de Kiad, fils de Lévi. C'est-à-dire, on est monté jusqu'à Lévi. C'est loin, c'est-à-dire c'est loin. Mais pour sûr peut-être qu'il était de la même tribu que Lévi. Que quoi que oui, Moshe. Bon, bah, il fallait dire Korach à Lévi. Ça aurait été simple. Pourquoi on a dit qu'il était le fils d'un tel, fils d'un tel? Pourquoi nous ramener la filiation qu'il avait avec ses ancêtres? Quel intérêt? Alors Rachid expliquait comme ça. Regardez Rachid. Qu'il y a marqué Ben Sar, Ben Kiad, Ben Lévi. Velo Iskir Ben Yaakov. Vous avez vu qu'on n'a pas mentionné Lévi qui était le fils de Yaakov Avinu. Pourquoi on n'a pas signalé? Chez Bikesh Rachamim Alatzmo. Parce que Yaakov Avinu, vous savez, il a prié Hachem. Oui, Shelo Yizacher Shemo ala Machloktan, pour ne pas qu'on mentionne son nom dans le conflit qu'il a eu entre Korach et Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas qu'on mette son nom. Ouais, chez les Mar, Bikalam Altavo, Altachet Kevodi. Dans leurs assemblées, et on parlait de l'assemblée de Korach avec les 250 membres du Sanhedrin, des tribunaux, il a dit n'associe pas mon kavod, n'associe pas mon honneur. Comme ça, c'est marqué dans la page de Vayechi. Oui, vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris quoi? Moi on n'a rien compris. Hein? Il n'a pas voulu mettre son nom. Regardez dans le texte, c'est marqué dans le texte. Il y avait Vaikar Korach. Il a pris Korach. Dans la première ligne du Pasouk. Premier Pasouk. Il a pris Korach, Ben Itzhar. Le Korach, il est le fils de Itzhar, qui est lui-même fils de Kehat, et qui est le fils de Lévi. Il ne peut pas marquer fils de Yaakov. Pourquoi pas marquer fils de Yaakov? On n'a pas voulu mentionner Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans la page Vayechi, c'est marqué comme ça. Que quand Yaakov Avinu, il a prophétisé, vous savez, Yaakov il voulait dire à la fin des temps à ses enfants, ouais, et tout à coup il a parlé d'autre chose. Il a prophétisé autre chose. Il a dit, comment il s'appelle? Il a dit que Shimon et Lévi, Achim, ils sont frères, pour dire qu'ils sont toujours ensemble. Mais quand ils sont ensemble, c'est la catastrophe. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait, Lévi et Shimon et Lévi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément été détruire la ville de Shrem et ils ont voulu assassiner Yosef. Bon. Pourquoi? Parce que Dina, elle a été abusée par Shren Ben Hamor. Il voulait absolument l'épouser. Il dit, mais c'est comme ça qu'ils prennent notre sœur et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot. Ils ont demandé, vous allez faire un abri de Mila. Et quand au bout de 3 jours, ils étaient incapables de bouger, ils ont massacré la ville. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah que Yaakov Avinu, il fait plaint contre eux en leur disant, Kli Hamas Michotem. Les armes que vous avez utilisées ont été volées. La façon de se comporter, cette façon de se comporter, de tuer les gens comme ça a été volé. Ça a été volé de qui? Rachid dit, ça a été volé de Esav. Esav, ça veut dire que Yitzhak, il a béni son fils Esav. Il a dit, Becher Becha Tchirye. Toi, tu vivras par le sabre. C'est la bracha, la bénédiction qu'a faite Yitzhak à Esav. Il dit, mais ça, vous l'avez volé d'Esav. C'est pas de chez nous, ça. On ne tue pas les gens, nous, on n'est pas des criminels. Donc ça a été volé d'Esav. Il a dit Beka'al al-Tachet Kevodi. Dans leur assemblée, laquelle assemblée? L'assemblée de Korach, qui descend de Lévi. Je ne veux pas qu'on m'associe. Ça veut dire quoi, je ne veux pas qu'on m'associe? Je ne veux pas qu'on m'associe. Ça veut dire que ce que tu vois là, tu vois ce Korach là, ce qu'il a fait Korach, ça n'a rien avec moi. Ça ne vient pas de moi, ça vient de qui? De Lévi. Ça veut dire, écoutez-moi bien maintenant, la violence exprimée par Lévi sous prétexte de justice, il a voulu faire bien ou pas? Oui. Ça va engendrer quelqu'un comme Korach qui va faire quelque chose, une avéra. Il va se rebeller contre Moshe. La violence de la rébellion de Korach, elle est issue de qui? De Lévi. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'on peut engendrer dans ses enfants quelque chose qui ressemble à nos erreurs, de façon violente. Eux, ils ont volé une attitude, celle de Esav. Ils ont été massacrés la vie sous prétexte de justice. Quoi, notre sœur, c'est une prostituée, quand ça on l'utilise comme ça, ils se sont rebellés. Ils ont utilisé la violence. Quelle violence ils ont utilisée? Celle des armes. Et dit ça, cette violence-là, elle va engendrer de la violence. Laquelle? Celle, tu verras que Korach, c'est-à-dire que c'est très important de comprendre que des comportements comme ça humains, ça peut amener une rébellion religieuse.
qu'au départ, c'est physiquement exprimé par le fait de faire la guerre contre ces gens-là, oui, mais d'un côté, vous allez vous rendre compte que quelque part, ça va engendrer une rébellion contre la référence de la Torah qui est Moshe Rabbeinu. Mais non, ça ne veut pas dire Chazve Shalom, Bibromav ou Berachamav. Non, ça ne veut pas dire que Lévi, que Korah, c'est sûr qu'il était foutu. Hein. Vous avez compris, avec un grand-père comme ça, et c'est sûr qu'il a fait une affaire pareille, c'est sûr qu'il est foutu. Non, simplement d'expliquer qu'il y a un terrain à la violence chez chacun de ses enfants. Mais non, pour moi, ça veut dire deux choses. Un et deux. Ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que quand il y a des choses que vous voyez, des comportements que vous avez qui ne correspondent pas à vos choix personnels. Des fois, on a fait des bêtises dans la vie, et on dit, bah oui, c'est normal, j'ai fait ça, c'est normal que je réagisse comme ça. Mais des fois, c'est pas du tout vous. Ouais, vous avez des tendances naturelles, on ne sait pas d'où ça sort. En fait, ça descend d'avant. Ça va? C'est-à-dire que la violence que Korach il a, elle ne vient pas de lui, en fait. Elle vient de ses ancêtres. Maintenant, soit ceux qui l'ont fait, cette violence, ils font teshuva, sincèrement. Et donc, ils réussissent à éliminer cette violence en dehors en disant, mais c'est stupide et ridicule, et je regrette et je pleure de ça, et je l'élimine. Soit c'est mes enfants qui vont devoir l'éliminer. Vous comprenez? Et là, Lévi, il a eu Kehat. Kehat, il n'a pas solutionné, il a eu Itzhar. Et Itzhar non plus, il a eu Korach. Mais Korach, il a suffi de créer une circonstance pour que ça s'anime en lui et que ça s'exprime. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'on a créé un terrain à la violence qui va s'exprimer parce qu'on est les héritiers de ce qu'on engendre. Et donc, quelque part, si on fait teshuva, c'est pas seulement personnel, comprenez-le bien. Quand vous dites je veux faire teshuva, c'est pas pour régler mes comptes. C'est pour régler quelque chose que je vais engendrer. Vous comprenez ce que c'est marqué dans la Torah? C'est énormissime ce qui est marqué là. On ne fait pas de teshuva seulement pour soi. On le fait aussi, c'est fort, parce que ça veut dire que je me rends compte que si je n'arrive pas à finaliser les problèmes que j'ai intérieurs, je les transmets à mes enfants. Et je fais irriter à mes enfants les défauts que j'ai construits chez moi. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Ça permet beaucoup plus consciemment de se dire, il faut que je les élimine, parce que c'est pas pour mon problème, c'est le problème. Vous comprenez? C'est pas mon problème en fait, c'est ce que je vais engendrer qui est dramatique. Et on voit que c'est même des fois pire. Que peut-être que c'est pire ce qu'a fait Korah que ça fait son arrière-grand-père. Mais Lévi, oui. C'est un grand sadique. Il n'a pas fait tchouva après ça. Eh ben, a priori, ça n'a pas suffi. Quand je dis faire tchouva, ça veut dire quoi? Se rendre compte c'était On va dire comme ça, la teshuva, c'est pas seulement une prise de conscience personnelle. C'est de plus être touché de plus être concerné par la personne qui a été la nôtre un jour le jour d'une faute. C'est très dur ça. Par exemple, une fois, je vous ai dit que les frères de Yosef, ils ont essayé, ils ont pensé légitimement qu'il fallait condamner Yosef. C'est vrai? Ils ont fait une erreur ou pas? Ils ont fait une erreur. C'est une grande avéra. C'est pour ça qu'il y a eu 10 grandes tzadikim dans les générations à venir qui sont morts. Ouais, il y a eu Rabbi Akiba, etc. Asara Urge Malchut. C'est-à-dire, c'est très grave ce qui s'est passé. Pour expier la faute des Shvatim. Maintenant, ils ont fait une grande erreur. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? On a dit. Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire Yosef? Il a essayé de leur faire teshuva. Bon, ça n'a pas marché avec ce qu'il a argumenté. En disant que vous êtes des espions, ça n'a pas marché. Par contre, il a utilisé Binyamin et ça a fonctionné. C'est-à-dire que quand il a gardé Binyamin en captivité, en prison, Yehuda, il s'est porté garant vis-à-vis de son père. Et là, il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, parce que si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père. Parce qu'il a perdu sa femme, Rachel, il a perdu cet enfant qu'il avait qui était Yosef, on ne sait pas ce qui est devenu, et l'enfant qui lui reste, c'est Binyamin. Mais si vous gardez Binyamin en otage, ou vous le gardez en prison, vous le rendez un esclave, et qu'il retrouvera plus son père, c'est fini, mon père, vous avez tué mon père, c'est terminé, il va mourir de crise cardiaque. Il dit, ah bon, vous croyez vraiment que je suis un criminel? Il dit, oui, vous êtes un criminel. Ah bon, je suis un criminel, oui. Donc il dit, mais c'est moi, Yosef. Selon toi, ça fait longtemps que ton père il aurait dû mourir. Hein. Parce que bon, tu savais bien combien mon père il était attaché à moi. Tu savais. Quand tu m'as vendu, tu savais. Comment ça fait que tu n'as pas réagi? Et que là, tout à coup, n'est-ce pas qu'il y a quelque chose entre nous qui fait que, avec moi, si tu ne réagis pas, tu ne penses pas que mon père va mourir, mais avec Binyamin, tu penses qu'il va mourir. Ça va? Donc ils ont fait teshuva. Ils étaient tellement épouvantés de ce qu'ils ont entendu. Véniv, Anoum et Panav, ils étaient épouvantés. Et Rachidi, ils ont tellement eu la honte. Mais non, la honte qu'ils ont eue, c'est une grande teshuva. Est-ce que ça suffit? Hein? D'où vous savez que non? Puisque quoi? Non, je parle des enfants, des frères de Yosef maintenant. Ça a suffi ou pas? Bah non, puisqu'il y a eu les 10.
Mais d'où on sait? Alors moi j'ai trouvé une preuve. C'est marqué que plus tard, lorsqu'il s'est révélé à ses frères, il y a marqué là-bas qu'il a retrouvé Binyamin. Et il est tombé sur le cou de Binyamin en pleurant. Et Binyamin est tombé sur le cou de son frère Yosef en pleurant. Ça veut dire, l'évidence, c'est qu'ils se sont retrouvés alors qu'il avait à peine 9 ans quand Yosef il a été vendu. Binyamin avait à peine 9 ans, donc il a pratiquement pas connu son frère. Et là, il se retrouve, il a 39 ans, ça fait 30 ans qu'ils se sont passés entre eux. Énorme, donc il pleure de se retrouver. Mais Rachid dit non. Il ramène une Gemara dans Megillah qui dit qu'ils ont pleuré la destruction du temple. Ça veut dire que le temple il a été construit sur le territoire de Binyamin. Ça veut dire que Jérusalem est coupée en deux. Il y a une partie qui est le terrain de Binyamin, le territoire, et une partie qui est le territoire de Yehuda. Mais le Beth Amikdash, il a été construit sur le territoire de Binyamin. Et il a été détruit. Donc Yosef y voit en prophétie que le Beth Amikdash a été détruit sur le territoire de Binyamin. Et Yosef et Binyamin y voient en prophétie que le Mishkan Shiloh, qui est le sanctuaire intermédiaire qui a dû permettre aux Israël de faire des corbanotes en attendant de construire le Beth Amikdash, il a été détruit et qui était sur le territoire de Yosef. Mais qu'est-ce que ça va voir? Il pleure de voir... Pourquoi cette prophétie tout à coup? En fait, il faut comprendre le truc. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de la haine gratuite. La haine gratuite. La haine gratuite, c'est qui la haine gratuite? C'est les enfants Yaakov Avinu, avec Yosef, la haine gratuite. Quand il a vu que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite, il a compris que quoi? Que la Teshuvah, elle n'est pas finie, elle n'était pas entière. C'est ce que je voulais vous expliquer. Elle a duré jusqu'au Beth Amikdash, le deuxième temple. Ça a duré. C'est-à-dire la Teshuvah, elle a marché jusqu'au deuxième temple. Après, il restait des résidus de haine gratuite, et et c'est jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Vous avez compris? Ça veut dire que, parce que pourquoi le coup de Binyamin, et le coup de Yosef? Parce que le coup, c'est l'intermédiaire entre la tête et le corps. Et le Beth Amikdash, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Quand on fait une faute, on amène au Beth Amikdash, qui est le coup entre la tête et le corps, entre Hachem et le Klal Israël, la terre. Ça va? Et donc c'est ça qu'il a vu. Donc c'était pour vous amener une preuve, pour vous expliquer que la Teshuvah, ça se répare pas en 5 minutes. Ça va? Que quand on fait Teshuvah, il faut arriver à éliminer le besoin de la faute et d'avoir compris qu'on n'a plus rien à voir avec ça. On est des étrangers. Et quand on se sent étranger, qu'on a honte de ça, alors peut-être qu'on peut imaginer qu'on a effacé tout le problème de la faute. Mais sinon, on va engendrer les miettes qui restent. C'est possible. C'est pour ça que la sincérité de la Teshuvah, les gens ils pensent que voilà, je vais arriver à Kippour, j'ai fait le jeûne, j'ai fait ma prière, j'ai été debout toute la prière, j'ai pas parlé, j'ai fait taléo, et j'ai fait Teshuvah, c'est bon, c'est réglé. Et on se rend compte que c'est pas forcément réglé, qu'on refait des erreurs, des mêmes erreurs qu'avant. Parce que ça prend du temps. La Teshuvah, ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait des fois en des dizaines d'années, des fois c'est possible. C'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure qu'on évolue, on se sent plus concerné par ce qu'on a fait un jour comme faute, et on est des étrangers de ça, et là on peut penser que la faute a disparu. Donc c'est très important de comprendre que c'est pareil ici. Ça veut dire que quand il y a marqué Korah, Ben Yitzhak, Ben Kat, Ben Lévi, c'est pour dire que ce qui a engendré Lévi, ça a été répertorié dans l'histoire jusqu'à Korah. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ok. Maintenant, ça c'est une chose. Ok. Maintenant, Rachid explique comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Korah pour qu'il se rebelle contre Moshe Rabbeinu? Tout à coup, il revendique, je veux être Kohen Gadol, on est tous Kedoshim, il va monter toute une équipe autour de lui. Et comment il a pu dissuader des gens pareils, qui étaient des gens très intelligents, des gens des tribunaux de l'époque? C'était des grands chachamim. Comment il a pu comment il a pu créer une révolte contre Moshe Rabbeinu, qui est la référence à la Torah? On a du mal à comprendre. Alors, Rashi explique comme ça. Regardez, Rashi se trouve 4 lignes avant le texte de Rashi, dans la colonne de droite, au milieu. Umara'a Korach lechlok aim Moshe. Qu'est-ce qu'il a dû voir Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Ça marque Nitkana Nesiato chez Litzafan Belouziel. En fait, il a jalousé. L'origine, c'est qu'il a jalousé son petit cousin, qui était Litzafan, le fils d'Ouziel. Sheminu Moshe Nasi Abne Kehat. Il l'a nommé chef de tribu de Kehat, qui était les Lévis, Alpi Adibour, selon la parole d'Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu en prophétie l'ordre de nommer en tant que chef de tribu de Lévi Elitzafan ben Uziel. Amar Korach, il a dit comme ça. Achi Abba, les frères de mon père, mon père c'est Itzar. Les frères de mon père, ils étaient 4. Arbaïou. Chez Neymar ou Bnekeat. Donc il y avait qui? Il y avait Amram, Itzar,
Chevron et Uziel. Ça, c'était les enfants de Kehat, qui était son grand-père. Ça va? Ok. Amram, Rachid dit Bechor, c'était l'aîné. Amram, c'était l'aîné des enfants de Kehat. Natlou Shnebanav Gdoula. Ces deux enfants, ils ont pris des grands postes. Echad Melech et Echad Gohen Gadol. Un, il est devenu roi d'Israël, Moshe Rabbeinu roi d'Israël. Et le deuxième, son frère, il est devenu Kohen Gadol. Donc c'était logique, c'est normal, c'est le fils de Kehat, c'est le fils aîné de Kehat qui était Amram, c'est logique. Miraou Ilitol et Tashnia. Donc c'est qui était apte, logiquement, pour prendre le poste de chef de tribu de Lévi? C'est qui? Ben, c'est pas moi, qui suis le fils de Itzar, qui est le deuxième enfant de Kehat, c'était logique. Oui, Loani, Shani, Ben Itzar, Shou Ben Sheni Amram, qui est le deuxième enfant d'Amram, c'était le deuxième frère d'Amram, c'était logique, non? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Veu Mana, Anasi et Bene Achi Vakatan, Mikulam. Il a pris le plus petit des enfants de Kehat, qui était Uziel. Et son fils, c'était Yetzafan. C'est pas normal. Donc il a fait Arini Cholek Alav. Donc je suis Cholek sur lui, je m'oppose à ce choix, ou me vetel et démarav, et j'annule son décret. Et c'est là qu'il a dit que c'est un imposteur. Que Moshe est un imposteur, il invente la Torah, etc. Ça va? Très bien. Et c'est pour ça qu'il a revendiqué quoi? Qu'est-ce qu'il a revendiqué quoi? D'être Kohen Gadol. Vous avez compris ou pas? Oui. Qu'est-ce Parce que dans ce cas-là, il prendrait la place de Aaron. Mais vous avez compris qu'il y a un problème ou pas? Bah oui. C'est quoi qui l'a frustré? Qu'est-ce qui l'a frustré au départ? Le fait qu'il espérait être le chef de la tribu de Lévi. Oui. Ah, on m'a pas nommé Lévi. Mais alors c'était logique que ce soit moi. Si c'est logique, c'est pas normal ce qu'il a décidé. Donc, Moshe, il a inventé. Je me rebelle contre lui et je vais vous prouver que j'ai dit la vérité. Et c'est ça qui va motiver sa vérité. Et donc il va demander, il va pas revendiquer d'être le Nassi de la tribu de Lévi, mais il va demander la Kihuna Gdola. Après, pourquoi il s'est attaqué à Aaron Cohen? Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre ça aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous apprenez de là? C'est bizarre quand même, non? Non, c'est pas ça. Vous avez compris qu'il y a un problème ou pas? Qu'est-ce qu'il voulait au départ, lui? Il voulait de quoi, lui? Chef de la tribu de Lévi. Et qu'est-ce qu'il a revendiqué? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est sûr ça, mais comment ça se comprend ça? Mais il a été chef de la tribu de Lévi. Il aurait dû être chef pour lui, il attendait à ce qu'il soit chef de la tribu de Lévi, c'est logique. Et c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous avez compris de là? Ben moi j'ai compris une chose. Il y a des fois des gens qui vous disent des trucs, mais qui n'a rien à voir avec leur problème. Avec leur problème. Ben oui, parce que son problème d'origine, c'était pas ça. Ça veut dire que tu m'as pas donné ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais demander pire. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire, moi? Je vais m'attarder. Moi, je vais lui dire, mais non, Kohen Gadol, ça va pas. Mais non, essaie pas d'essayer de confirmer Kohen Gadol, c'est pas ça son problème. C'est autre chose. Mais d'où je sais que c'est autre chose? Pourquoi maintenant je vais comprendre dans ma vie qu'il y a des gens qui ont un discours, mais qui ne correspond pas du tout à leur problème? C'est vrai ou pas? Lui, qu'est-ce qu'il voulait au départ? Il voulait être le chef de la tribu de Lévi. Et tout à coup, il revendique. Donc, mais je sais pas ce qu'il pense, moi. Je savais pas qu'il avait un problème de frustration personnelle et tout. D'où je vais savoir, moi. Et tout à coup, il revendique Kihuna Gdola. Maintenant, si moi je m'acharne à expliquer qu'il ne peut pas être Kohen Gadol, c'est un faux problème. Pourquoi c'est un faux problème? Parce que c'est pas ça son problème. Son problème d'origine, c'est Nassi Lévi. Donc, comment je vais le savoir? Comment vous allez savoir dans votre vie que le discours qu'ont les gens n'a rien à voir avec ce qu'ils revendiquent? On l'a fait avec les gilets jaunes. Hein? Quand c'est pas logique. C'est pas logique. Ça veut dire qu'est-ce qui n'est pas logique? Sa revendication. Pourquoi elle n'est pas logique? Parce que de base, il voulait être chef. Non, mais je sais pas moi. Comment je vais savoir que c'est pas logique ce qu'il raconte? Et que je vais comprendre que derrière il y a autre chose. Premier symptôme, déjà, il faut comprendre comme ça. Quand vous voyez des gens qui s'acharnent, c'est qu'il y a une frustration derrière. De façon générale, c'est comme ça. En règle générale, 90%, c'est ça. Quand vous voyez des gens qui se rebellent, c'est qu'il y a forcément une frustration. Le type, il a été vexé. Toujours. Comme si qu'il se vengeait. Vous comprenez? Ah, tu m'as fait ça! Parce qu'en vérité, je vous explique. Il y a combien il peut y avoir de Kohen Gadol? Un seul. Et là, ils sont combien? Deux. Hein? Ils sont 251 là. Ah oui. Il y a un petit problème. Ok. À part ça, j'ai un autre problème. Ben, il y a 250, les 250 chefs de tribu aussi veulent être des Kohen Gadol. Chacun, il veut être. On est tous des Kedoshim, hein, vous avez compris ou pas?
Ok. Maintenant, deuxième chose incohérente. Il prétend que Moshe Rabbeinu c'est un imposteur. Ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est des inventions. Donc c'est possible que la Torah c'est une invention. Non? Si c'est une invention, alors qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux être Kohen Gadol, mais qui t'a dit que ça existait? Ah, c'est la Torah, mais la Torah est inventée, donc qu'est-ce que tu veux? Vous avez compris que tout est incohérent. Ça veut dire que dans l'incohérence, c'est un problème. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de réfléchir? C'est parce qu'il ne peut pas réfléchir. Mais ça veut dire que quand est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Parce qu'il a tellement été vexé de ce qui lui arrive un jour, et c'est ça que je vais essayer de déterminer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, raconte-moi ta vie. Et là, je me rends compte qu'il faut que j'arrive à lui faire sortir ce qui a été l'occasion de me dire qu'il voulait être Kohen Gadol. Vous comprenez ce que je veux dire? Il me dit, mais non, mais je comprends pas, mais comment tu as osé faire ça? Mais quoi, faire quoi? Mais en fait, il a trouvé logique d'être l'assis d'Israël, et tout à coup, ça n'a pas été le cas. Donc vous avez compris que quand les gens revendiquent des choses incohérentes, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui n'est pas qui est à l'origine de leur revendication, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils revendiquent. En couple, ça peut se trouver, ça se trouve en couple, ça se trouve avec des enfants, ça se trouve des arguments qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui peuvent se disputer en couple, mais c'était pas le problème. Quand vous écoutez des gens dire ouais, elle m'a demandé de descendre des poubelles, que des bêtises, quoi, des trucs. Madame, comment elle a osé de me rendre ça? Des bêtises, quoi. On dit dans les poubelles, ça fait prendre 10 fois les poubelles, c'est pas grave. C'est pas ça le problème. Vous avez compris, c'est autre chose le problème. Il y a autre chose derrière qui fait que monsieur ou madame, elle se trouve dans un terrain où elle se venge, où il se venge, ou je sais pas quoi, où les choses elles ressortent, où ils vont manifester un mécontentement, mais qui n'a pas forcément de rapport avec ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent, c'est bêtise. Vous comprenez? Il y a forcément une origine qui amène à ce que la personne pense. Mais comme c'est pas logique, c'est forcément une frustration qui a fait que... Donc dorénavant, n'essayez pas de vous acharner à expliquer à la personne ce qu'elle vous raconte. Essayez juste de comprendre pourquoi elle a dit ça et qu'est-ce qui était l'origine de ce qu'elle a dit. C'est ça qui est marqué dans la Torah. On l'a vu avec les gilets jaunes, au départ c'était une augmentation de l'essence et ça continue, on ne sait pas pourquoi ça continue. Voilà, oui. Après c'est. Mais il y a quelque chose, une origine, peut-être qu'ils cassent des voitures. Qu'est-ce que ça va avec la. Donc ça veut dire que. Peut-être vous avez raison. Ils cassent des voitures, il y a des gens qui ont des Porsche et leur retour de la voiture, il les brûle. Qu'est-ce que ça va avec. Tu revendiques de ne pas avoir de travail. Qu'est-ce que ça. En vérité, c'est peut-être pas ça. C'est l'injustice. On est manipulé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous exploitent, eux ils se font des milliards et nous on se gagne des SMIC. Vous avez compris? Donc en fait la revendication elle n'est pas forcément liée à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent c'est une injustice et donc ils vont brûler les voitures. Vous avez compris? C'est dans le comportement que vous comprenez derrière que la revendication c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent, bien sûr qu'ils veulent gagner plus d'argent, mais ils trouvent que c'est injuste parce que on est exploité par des gens qui gagnent de l'argent sur notre dos. Voilà. Et donc ça s'exprime comme ça. Et vous avez raison, ça veut dire que chaque chose, il faut la comprendre non pas sur le plan, sur l'expression de ce qui est dit, mais forcément des fois, quand c'est pas logique, qu'il y a forcément une origine qui n'a rien à voir. Donc n'essayez pas d'argumenter sur ce que les gens vous disent, mais essayez de comprendre derrière qu'est-ce qui est à l'origine de la chose. Ça c'est une chose à comprendre. Mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est comme ça. Je veux juste comprendre aussi autre chose, la logique. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Korah? Il a dit, mon grand-père, il avait 4 enfants. Le premier, c'était Abraham. Donc logiquement, il a eu 2 enfants. Donc là, il va être roi d'Israël. L'autre, il va être Kohen Gadol. C'est logique. Mais le deuxième enfant qu'il a eu, c'était Yitzhar, mon père. Donc logiquement, qui c'est qui aurait dû être chef des tribus? Logiquement, selon l'affiliation, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a nommé quelqu'un d'autre. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la chose suivante. Dis-moi, Korah, qui c'est qui t'a dit qu'on était chef de tribu ou selon l'affiliation? Parce qu'il y a l'affiliation, c'est la famille. Peut-être c'est pas ça, peut-être c'est les compétences. Peut-être Moshe Rabbeinu, il a des compétences de roi, il est nommé roi. Comme il s'appelle Aaron HaKohen, il est compétent dans sa Keuna Gdola, il est compétent, donc c'est normal qu'on lui donne. Et nous, on a même prouvé pourquoi, c'est marqué dans Rashi, que quand Moshe Rabbeinu, il a exprimé un mécontentement lorsque Hachem lui a dit va sauver d'Israël. Il a dit je veux pas. Finalement pourquoi? Parce qu'il avait honte de prendre la place de son frère Aaron qui était plus âgé que lui et qui était aussi un prophète. Il a dit mais pourquoi moi? Je vais envoyer Aaron à Cohen. Il avait tellement d'humilité. Hachem il s'est mis encore, il dit mais ton frère il est content pour toi. Il est content pour toi. Pourquoi tu crois que tu vas le vexer? C'est une erreur. Tu connais pas ton frère. Il est sa mère Bélibo. Heureux dans son cœur. Et la Barachi dit que heureux dans son cœur, c'est grâce à ça qu'il a eu le pectoral sur la poitrine, on va pouvoir lire les messages d'Hachem parce qu'il a un cœur pur.
Donc il était apte à être Kohen Gadol, c'est ça que ça veut dire. Il avait des aptitudes Aaron à Kohen pour être Kohen Gadol. Pourquoi tu as cru toi, oui, vous entendez ou pas? Pourquoi tu as cru toi que c'était lié à la filiation et c'était logique que tu sois deuxième et pas lié à la compétence? Et manifestement, tu n'avais pas les compétences qu'il fallait, c'est pour ça qu'on a supposé ton cousin qui avait des compétences différentes. Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Hein? Pourquoi il a fait un choix qui était un choix de filiation et pas un choix de compétence? Au lieu de dire, waouh, si Moshe il a choisi quelqu'un d'autre, mon cousin, mon petit cousin, et pas moi, c'est que peut-être qu'il a des aptitudes différentes de moi et c'est pour ça qu'il ne m'a pas choisi. Pourquoi il n'a pas eu l'humilité de penser comme ça? Il va se rebeller contre une logique qui est la sienne, qui est de penser qu'il faut être c'est dans la filiation. Vous avez compris ou pas? Comment ça se fait qu'on suit cette orientation et pas celle-là? Pourquoi il a suivi la filiation et pas la logique de la compétence? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Comment ça marche? Comment ça se réfléchit? Il a été influencé par sa lignée, peut-être. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit, il aurait pu dire autrement en disant, si Moshe là. Pourquoi il a dit non, c'était un imposteur et qu'il a dit, il s'est rebellé contre lui? Non, il a pu dire, peut-être qu'il a raison et que c'est pas lié à la filiation, mais c'est lié à la compétence. Et là, ça résout tout. Non, il n'a pas voulu penser comme ça. Parce que c'est dur Pourquoi? de savoir qu'on est moins compétent qu'un autre. C'est possible, mais aussi pourquoi? Il était dans la colère aussi, il n'a pas réfléchi, il était dans la colère. J'ai compris, mais pourquoi il se met en colère? C'est ça le problème. Il a qu'à se calmer en disant mais c'est peut-être pas lié à ça, c'est lié à ça. S'il n'y a pas d'autre solution, je comprends. Mais il y en a des solutions. Pourquoi il a pensé celle-là et pas celle-là? C'est ça que je veux comprendre. Vous avez compris? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux comprendre des mécanismes intellectuels, moi. Je veux comprendre comment les gens réfléchissent. Ça m'intéresse. Pour ne pas faire les mêmes erreurs, il faut comprendre. Bon. Alors j'ai compris comme ça, écoutez, voilà. Il a envie d'être Nassi? Il a envie d'être? À la base, Oui ou non? Mais envie ou très envie? envie. Très envie. Mais d'où vous savez qu'il a très envie? Parce que d'aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu, il faut vraiment qu'il ait envie. Hein. Bon, maintenant il a très envie. On a expliqué que la pensée, elle est issue de l'envie. Au départ, vous avez envie. C'est pour ça que vous réfléchissez. Mais si vous n'avez pas envie, j'ai envie de rien. Mais je réfléchis pas. Mais j'ai envie, je sais pas, moi j'ai envie de faire la recette des petits pois, nouvelle recette, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de... je vais réfléchir comment je vais réaliser ce que j'ai envie de faire. Mais donc la pensée, elle est articulée par un désir au départ. La pensée est articulée par un désir. C'est parce que vous désirez que vous pensez. Est-ce que j'ai envie de croire que je ne peux pas être un assis de la tribu de Lévi? J'ai pas envie. Vous savez ce qu'il va faire votre cerveau? Il va trouver des arguments intellectuels qui vous font dire que c'est vous qui êtes la personne. Comment il fait? La filiation. Ça veut dire que la filiation que j'ai trouvée, c'est parce que j'ai tellement envie d'être un chef de Lévi, et que Béhémet, ça correspond à ce que je pense, parce que la filiation, ça me permet de comprendre que je suis de la tribu de Lévi, que je vais dire cet argument. Vous comprenez ou pas? J'ai envie d'être chef de la tribu de Lévi. Mon cerveau, il va me dire, attends, mais comment tu vas faire? Tiens, ça tombe bien. Regarde, Kéati, ton grand-père, il a eu 4 enfants. Le premier, c'était Amram, il a eu 2 enfants, donc c'est vrai. Et le deuxième, normalement, c'est toi. Mais c'est qui pense, en fait? Mais oui, ça veut dire que ça m'arrange de penser que c'est l'affiliation. Parce que moi, je suis sûr d'être un chef de tribu. Le pire, c'est pas ça, le pire. Vous savez ce que c'est le pire? C'est que je me suis fait manipuler, moi. Parce que je croyais que c'était ça la logique. Mais c'était pas ça la logique. C'est vrai que c'est logique, mais c'était pas celle-là. La logique, c'est la compétence. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que mon cerveau, il va argumenter dans le sens de ce que je désire. Mais c'est contre moi, ça, c'est pas avec moi. Parce que c'était pas ça la vérité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non? C'est dangereux ou pas? Ça veut dire que mon cerveau, il peut réfléchir dans le sens de ce que je désire et il ne se rend pas compte que ce que je désire, en fait, ça peut être du shaker. Ça peut être faux, en fait. Et c'est tellement puissant et c'est tellement violent que je vais m'opposer à tous ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues parce que ça me paraît tellement logique. Mais cette logique, elle vient de mon intérêt. C'est pas la logique du émet. C'est pas la vérité. C'est la logique de ce qui m'intéresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention qu'on peut être manipulé soi-même par des désirs qui nous font croire que ça ne peut pas être autrement. Mais pas parce que c'est vrai, c'est parce que c'est désiré. C'est désiré. Je ne peux pas manger autrement, vous comprenez ou pas? Donc mon cerveau, il va essayer de trouver des solutions pour arriver à asseoir l'idée que je vais être chef de la tribu de Lévi. Comment il fait? La filiation, c'est logique. Mais ce cerveau-là,
C'est-à-dire que s'il était bête, Korah, il aurait dit, bah Moshe il a dit. Hein. Mais comme il est intelligent, son cerveau, il peut l'utiliser contre soi-même, c'est-à-dire contre ses intérêts personnels. Dans son intérêt, parce qu'il veut être chef de tribu, mais contre lui, parce que il va être manipulé par son Yitzhara, qui va lui faire croire que c'est lui qui est le chef, alors que c'est pas lui. Mais de la même manière qu'il est capable intellectuellement d'être manipulé par son intelligence, c'est quelqu'un qui sait manipuler. Rachid dit comme ça. Rachid dit, il est venu voir Moshe Rabbeinu avec des 250 membres du Sanhedrin. Et dites-moi, Rav, si quelqu'un il a un talit tout bleu, un vêtement tout bleu, il met des tzitzit ou pas? Et ben il dit, ben oui, bien sûr. Il dit, je comprends pas. Si déjà avec un seul fil bleu, tu vas acquitter tout le talit, alors avec tout bleu, c'est sûr que ça va acquitter tout le talit. Non? Il faut mettre des tzitzit ou pas? Bon, ils ont commencé à tous rigoler. Genre, vous avez vu qu'il invente des bêtises, c'est n'importe quoi. Il s'est moqué de lui. Ou alors, dites-moi, Rav, si on met un Sefer Torah dans une chambre, on met la mezouza ou pas? Il dit, bah oui, bien sûr. Il dit, mais je comprends pas, mais déjà, un petit parchemin comme ça, dans une petite boîtier, là, sur la porte, ça acquitte la maison. Alors, tout le Sefer Torah, ça va pas quitter la maison, a fortiori. Donc, à quoi ça sert de mettre un Sefer Torah? À quoi ça sert de mettre mezouza? Le Sefer Torah, c'est a fortiori suffisant pour pouvoir éviter d'en mettre une. Et ils ont commencé à tous rigoler, ils se sont moqués de lui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a utilisé son intelligence. Ouais. C'était un grand, on va dire, un grand comique, il était intelligent, Korah, ouais. Mais il a utilisé son intelligence au service essayer de ridiculiser Moshe Rabbeinu aux yeux des autres. Et vous avez compris qu'il a essayé de faire ça, pourquoi faire? Ben, il s'est associé avec les autres pour faire un contrepoids contre Moshe Rabbeinu, en ridiculisant Moshe Rabbeinu devant tout le monde, en disant, tu vois bien que c'est pas logique, donc tu inventes. Et donc, la même manière que tu as inventé ça, et tu as inventé, voilà, que c'est toi, tu as nommé ton frère, tu as nommé, voilà, la famille, tu as ton frère, ton petit cousin, machin, tu t'arranges, quoi. Bon, Hachem, il t'a rien dit du tout, mais on n'a rien entendu du tout, donc c'est toi qui inventes. Vous avez compris? C'est ça qui est très grave. Ça veut dire qu'il est en train de penser que Moshe Rabbeinu est un blasphémateur, il est en train d'inventer la Torah. On a expliqué une fois comme ça. D'où ça vient, ça? D'où il a eu cette faille? On a expliqué que quand Myriam, elle a fait du Lachon Hara sur son frère Moshe Rabbeinu. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mila Shamaïm, elle était présente quand sa belle-sœur, Tzipora, elle a dit devant Myriam que quand Eldad ou Medad, ils ont prophétisé dans le camp là-bas, il dit, bah je plains leurs femmes. Hein. Comment ça tu plains leurs femmes? Bah oui, je plains leurs femmes parce qu'ils vont être obligés de se séparer de leurs femmes. Et leurs femmes, elles vont être malheureuses. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi? Il dit, parce que depuis que mon mari il est devenu prophète, après le Mont Sinaï, il s'est terminé, je ne le vois plus. Hein. Quoi? Je comprends, ton frère, ton mari, c'est pas un homme, mais c'est quoi? C'était sa belle-sœur. Et donc elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait comme lien? Elle a dit, on lui a fait dire que quand on est prophète, on quitte son mari, quoi. Il dit, mais alors elle va voir son frère, il dit, mais dis-moi, on t'a dit qu'il fallait quitter ta femme? Il dit, non, mais moi non plus. Arbe Moshe libère Hachem. Ah bon, mais tu crois qu'il parle qu'à Moshe, Arbenou, Hachem? Il parle aussi à nous. Et nous, on ne nous a jamais demandé de nous séparer de nos femmes, ni nos maris, personne. Donc qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Que Moshe ment. Hein? Que Moshe, il invente. Bon, elle a été touchée par la Sarat? Très bien. Donc elle a eu tort ou pas? Donc Moshe invente ou pas? Non. Et pourtant, le mal est fait. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'on a fragilisé Moshe Rabbeinu. C'est peut-être pour ça que les Meraglim, ils n'ont pas été demandés à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'ils pensaient. Et c'est pour ça qu'on permet de se rebeller contre Moshe Rabbeinu, parce qu'au final, il n'est pas si grand que ça. Hein. Vous savez quoi, on a un peu égratigné son image. Le Lachon Hara, qu'est-ce que ça a pu faire? Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'elle a dit et qu'est-ce que ça sous-entend. Elle a dit, mais Moshe, Hachem, il ne parle pas qu'à Moshe Rabbeinu, il nous parle aussi à nous. Mais indirectement, elle a sous-entendu que Moshe, il invente des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça peut amener, ça crée une fracture dans la relation que j'ai avec Moshe, et d'imaginer que c'est quelqu'un qui invente des choses. Par exemple. Regardez dans la paracha de Vaïshev. La paracha de Vaïshev, elle est là. Alors,
Alors regardez, c'est marqué dans le Pérec. Voilà. Dans la paracha de Vaïsh, la Vaïshev Miketz. Voilà. Là-bas, c'est marqué que quand Rachel est morte, vous vous rappelez quand Rachel est morte, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a enterré son enfant. Ouais. Et donc, il a été dormir dans la chambre de Bila, qui était la servante de Rachel. Alors, et là-bas, c'est marqué comme ça. Alors, attends, il faut que je retrouve le verset. C'est marqué qu'il a là-bas. Et là-bas, c'est marqué que Réhouven, ouais, c'est marqué dans le texte qu'il a eu une relation avec Bila. Bizarrement. Oui. Et on comprend pas ce que ça veut dire. Et Rashi, là-bas, il l'amène, c'est dans Shabbat Dafnouné, qui dit que quand il est marqué Vaishka, il a une relation avec Bila, qui était la femme de Yaakov Avinu. Il dit non, c'est qu'il a pris le lit de son père et il l'a mis dans la chambre de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand Yaakov était marié avec Rachel et Léa, bon, il a fait un choix, il a dit je dors dans la chambre de Rachel. Ok. Mais maintenant qu'elle est morte, la moindre des choses, c'est que mon père, il aille dormir dans la chambre de sa femme, sa femme qui est Léa. De quel droit il a fait cet affront d'aller dormir dans la chambre de la servante de Rachel? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Ça va? Et là-bas, c'est marqué qu'il a fait une grande avéra. Ok? Maintenant, il a fait tchouva ou pas? Ah oui, il a fait tchouva sur cette avéra. Mais pourquoi pour dire qu'il a pris le lit de sa mère, de son père dans la chambre de sa mère, il a marqué Vaishkav? Il a eu une relation avec elle. C'est bizarre quand même, comment la Torah s'exprime, ça n'a rien à voir. Là-bas, il a marqué dans la Gemara, dans Shabbat, que c'est pour dire que c'était grave ce qu'il a fait. C'est comme si qu'il l'avait fait. Bon. Mais ça veut dire que c'était grave. Il a manqué de respect vis-à-vis de son père, parce qu'il s'est mêlé de la vie de son père. Et deuxièmement, la Shrina qui résidait sur le lit de Yaakov Avinu, il l'a déplacée. Et là, c'était une grande avéra. Donc, il s'est mêlé de la vie de son père. Et c'est marqué là-bas que quand on a vendu Yosef, qu'est-ce qu'il a dit Réhouven? Il a dit, on va pas le tuer, on va le mettre dans un trou. Voilà, on va le mettre dans un trou. Et tout à coup, quand ils ont finalement vendu Yosef, il n'était pas présent. Il n'était pas là. Et quand il est revenu, il a trouvé le puits était vide, et là, il a déchiré son vêtement. Finalement, il n'était pas présent au moment de la vente. Pourquoi il n'était pas présent au moment de la vente? Rachid dit pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Un, il était en train de faire Kiboud Avaim. Kiboud Avaim, ça veut dire, parce qu'à tour de rôle, ils allaient faire honorer leurs parents. Et là, c'était son tour, donc c'était mal tombé. Ou alors, il était en train de faire tchouva sur la vera qu'il avait fait d'avoir déplacé le lit de son père. D'accord? Maintenant, la question est la suivante. Dites-moi, comment ça fait qu'ils ont pensé vendre Yosef? Mais ils savaient bien que ça allait être une catastrophe par rapport à leur père. Ils le savaient ou pas? Comment ils allaient s'arranger avec ça? Qu'est-ce qu'ils allaient inventer pour imaginer que Yosef avait disparu? Mais d'où c'est venu? Qu'est-ce qui a pu être un déclencheur qui leur a permis, oui, d'imaginer, on va se débarrasser de Yosef et on va trouver un argument pour aller dire à notre père un cinéma ou alors... Parce que, attendez, ils vont raconter qu'il est mort. Mais leur père, il va quand même porter un deuil qui n'existe pas. Mais comment ils ont osé faire une chose pareille? C'est pas effroyable. C'est sûr. Ils pensaient faire une chose bien. Comme lui, Réhouven, il a pensé faire une chose bien. Et eux aussi pensaient faire bien. Mais comment ça fait qu'ils n'ont pas eu peur par rapport à leur père de ce qu'ils allaient engendrer comme souffrance? Vous savez pourquoi? Peut-être. Et c'est ça la faute de Réhouven. C'est d'avoir montré qu'on peut aller contre son père. On peut s'occuper de la vie de son père. Vous avez compris? C'est peut-être pour ça qu'il a fait tchouva, il a été honoré son père. Parce que c'est ce qui lui avait manqué au départ. Quelqu'un qui honore son père, est-ce qu'il peut faire un truc? Il peut prendre le lit de son père et le mettre dans la chambre de sa mère, de sa propre mère. Il ne peut pas. Donc c'est-à-dire qu'il avait manqué du poids dans sa conscience à Réhouven. C'est pour ça qu'il faut faire teshuva. Donc je vais remettre de l'honneur dans mon père pour essayer de corriger le problème que j'avais de ne pas avoir honoré en faisant une chose pareille. C'est la teshuva. Mais la faute a été faite.
Bah oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a montré, on a créé une fracture dans la relation parentale et on a montré que notre père, il n'est pas si important que ça, puisque papa, on a pris son lieu, on l'a mis ailleurs. Et ça peut provoquer la faute que d'avoir vendu Yosef en n'ayant pas peur de faire ça au détriment de son père. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on ne se rend pas compte que des erreurs qui sont faites, elles ont des conséquences psychologiques très profondes et qui peuvent amener à avoir de la négligence des gens qu'on a déshonorés et qui peuvent entraîner des fautes supplémentaires. Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, on crée une image. On crée Une image détériorée du père, ici dans l'exemple que je vous donne. C'est-à-dire que quand il a pris l'idée de son père, il a fait ça, il s'est mêlé de la vie de son père. Donc papa, il n'est pas si important que ça. Parce que derrière un affront pour sa mère, il a choisi de déshonorer entre guillemets son père par rapport à sa mère. Mais il a fait un choix. Et quelque part, les autres qui ont vu ça, ils ont vu que quoi? Que leur père, il n'est pas si important que ça, puisqu'on est capable de prendre son lit et de le mettre dans la chambre de l'autre. Même si ce qu'il a fait était grave, ils l'ont ressenti comme une gravité. Mais c'est possible, vous comprenez ce que je veux dire? On ne se rend pas compte que la faute, elle entraîne un rapport psychologique aux parents qui fait que même s'il va faire teshuva, il dit ouais, excuse-moi papa, il va faire kiboud avahem, il va faire tout ce qu'il faut, il va faire. Mais la chose a été faite, elle a été faite intérieurement, psychologiquement, est-ce qu'il n'y a pas eu une détérioration du rapport au père? Donc ils vont se permettre. Ils vont dire c'est pas grave. Vous comprenez? Parce que papa, il n'a pas autant d'importance qu'on l'avait au départ, à cause de la faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ils peuvent se permettre. Donc c'est très important de comprendre que la teshuva qui va faire Réhouven, elle n'est pas seulement liée à son acte, mais elle est liée à ce qu'il a entraîné chez ses frères. Parce que s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'on n'aurait jamais vendu Yosef. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'on n'aurait jamais vendu Yosef, parce que de quel droit on se serait permis d'oser déshonorer la valeur que représentait Yaakov pour nous? Vous avez compris ça? Peut-être aussi quand ils ont détruit la ville de Shrem, les deux frères. Comment c'est qu'ils n'ont pas été demandés à leur père? C'est peut-être à cause de ça, vous comprenez? Vous comprenez ou pas? C'est ça que je vais vous expliquer. Très important qu'il y a des liens. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a décidé 3 choses par lui-même, et Hachem, il était d'accord. Quand Hachem, il a dit que Vélo Yigashu à l'Aïcha, quand on arrivait sur Mont Sinaï, il a dit à dire Moshe Rabbeinu, dit aux Israël de se séparer de leur femme pendant 3 jours. Et lui, il a dit 4 jours. Il a rajouté 1 jour. C'est lui qui a taxé l'état de la loi par lui-même, et Hachem a dit il a eu raison. Il a cassé l'état de la loi. Et la 3e chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 1 jour, il a cassé l'état de la loi, et il s'est séparé de sa femme. Et il a eu raison. Maintenant, là-bas, dans un Midrash Rabbah, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai, de savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'il a inventé par lui-même, c'est-à-dire qu'il a compris par lui-même, ou bien c'était un ordre d'Hachem de se séparer de sa femme? Un ordre d'Hachem. Là-bas, il y a une discussion. Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il a fait un raisonnement a fortiori. Comment il a fait? Il a dit comme ça, si déjà Hachem, il m'a demandé de dire aux Bnei Israël de séparer de leur femme le jour du don de la Torah, pour leur dire les 10 commandements, de séparer de leur femme à ce moment-là, alors moi, qui ai un contact permanent avec lui, a fortiori, je dois me séparer de ma femme. Donc il a raisonné par lui-même, il a fait un calme à dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et Hachem dit t'as raison, c'est bon, j'accepte. Ou alors, c'est Hachem qui lui a dit, écoute, dis-leur de retourner chez leur femme, au bout de 3 jours, mais toi tu restes avec moi. Donc c'est un ordre, comme se dit Rabbi Akiva, d'Hachem. Donc soit c'est lui qui l'a compris, soit c'est un ordre d'Hachem. Mais d'après la Gemara, donc dans Sanhedrin, ça a l'air d'être que c'est lui qui l'a compris par lui-même. Il y a 3 éléments qu'il a fait par lui-même et qui ont justifié, qui ont été acceptés par Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça veut dire qu'il a cassé l'état de la loi, il s'est séparé de sa femme, et il a rajouté 1 jour sur les 3 jours. Il a dit par lui-même. Ça veut dire qu'il a inventé des trucs. Ça va? Il a inventé des choses. Maintenant, qui c'est qui a dit que Hachem était d'accord? On n'en sait rien, nous. Vous comprenez? Hachem, les 3 jours, il a dit dans 4. Il a dit, il a cassé l'étape de quel droit il a cassé l'étape de la loi? Ah, écoutez bien. Pourquoi il a cassé l'étape de la loi, Moshe Rabbeinu? À cause de quoi? Du veau d'or. Dites-moi, Aaron, il a participé au veau d'or? Aaron, il a participé au veau d'or? Non, il voulait les ralentir. Il a participé au veau d'or? Non. Oui. Il a arrêté le veau d'or. Est-ce qu'il a arrêté le veau d'or? Non. Non, Il a participé au veau d'or? oui. Très bien. Ah oui.
il aurait dû être Kohen Gadol? Non. Non. Mais est-ce que les Lévi'im, ils ont participé au Vaudor? Ils ont participé au Vaudor? Non. Mais Korach, c'est un Lévi ou pas? Ouais. Donc moi, j'ai des compétences de Kohen Gadol. Et logiquement, nous, on n'a pas participé à la faute, mais lui, il a participé à la faute. Donc comment ça se fait qu'il est resté Kohen Gadol? Il n'aurait pas dû l'être. Donc s'il est resté, c'est qui l'a inventé? C'est Moshe Rabbeinu. Et si Béhémet, il aurait dû rester Kohen Gadol, est-ce qu'il aurait dû casser les tables de la loi, Moshe Rabbeinu? Puisqu'il n'a pas fauté, il aurait dû casser les tables? Non. Et s'il les a cassées, c'est qu'il ne méritait pas, à cause de la faute du Vaudor. Donc s'il ne méritait pas, donc Aaron, il aurait dû être touché par ça aussi, il n'aurait jamais été Kohen Gadol, puisqu'il a participé à la faute. Donc c'était pas logique, vous comprenez comment il a raisonné? Ça, c'est la chose qu'il a... Quand elle a dit sa soeur, mais depuis quand on quitte sa femme? Elle avait raison, on ne quitte pas de sa femme. Oui. Et c'est lui qui a rajouté un jour. Donc c'est encore une preuve qu'il invente. Vous comprenez ou pas? Donc quand il a rajouté un jour, il invente. 2, quand il a cassé les tables, il invente. Parce que si c'était grave ce qu'ils ont fait, la faute du Vaudor, et qu'Aaron il a participé, et que c'est pour ça qu'il a cassé les tables de la loi, qu'il avait raison, soi-disant il avait raison. Alors il a cassé. Donc depuis quand Aaron il reste Kohen Gadol? Ah, donc tu casses les tables. Mais il fallait pas les casser, puisque tu penses que Aaron il n'a rien à voir. Il fallait pas les casser les tables. Ah, tu les as cassées, donc il n'aurait pas dû être Kohen Gadol. Donc c'est moi qui aurais dû être. Donc on est tous Kedoshim. C'est quoi on est tous Kedoshim? On a tous entendu sur Mont Sinaï Anochi Hashem Lokera. Donc ces tables de la loi, nous on a entendu, on n'a pas fauté nous. Pourquoi tu les as cassées? Il fallait pas les casser. Pour nous, il fallait pas les casser. Ah, t'as cassé. Ça veut dire que tu inventes des choses, toi qui les casses. On t'a rien demandé. Nous, on n'a pas fauté. Nous aussi, on a entendu sur le Mont Sinaï Anochi, on est tous Kedoshim. Rachidi, on a tous entendu sur le Mont Sinaï Anochi Hashem Lokera. Donc ces tables-là, on aurait dû les recevoir, nous. De quel droit tu les as cassées? Ah, n'est-ce pas que tu inventes? Vous avez compris comment il a raisonné, Korach? Il a rajouté un jour, c'est pas normal. Parce qu'il fallait pas se séparer de sa femme. Pas plus que ce qu'Hachem lui avait ordonné. Quand tu inventes, 3 jours, 4 jours, pourquoi un jour? Tu as cassé les tables de la loi, et en plus de ça, quoi, la troisième chose, c'est quoi? Hein? Séparer de sa femme. Il a rajouté un jour. Non. Non. Hein? Il a quoi? Il a rajouté un jour. Ouais. Il s'est séparé de sa femme. Il a pris C'est ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu croire qu'il a inventées. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah, pourquoi il a cassé les tables de la loi? Hein? Il a dit comme ça. En fait, il y a marqué la Gemara dans Shabbat, elle dit que à quoi ça ressemble le veau d'or. La Gemara dans Shabbat, elle dit à quoi ça ressemble. Pour vous imaginer comment les Chachamim, ils ont perçu la faute du veau d'or. Il dit c'est comme une Kala, elle vient de se marier, et le jour du repas de la Séouda du mariage, elle trompe son mari. C'est pas mal ça. Bon, son mari, comment il va être son mari? Hein? Il va dire Mazal Tov ou il va... Non. Bon. Et bien c'est comme ça que les Chachamim ont perçu la faute du veau d'or. Donc comment... C'est marrant parce qu'ils ont comparé ça à un mariage. C'est comme si que quoi? C'est comme si que quand on a dit dans la Sévénishma, on a dit on fera tout ce que tu voudras Hachem. On a contracté un contrat avec Hachem. Et c'est quoi le contrat? Ben, c'est la Torah. Mais non, ils n'ont pas respecté le contrat. Ils n'ont pas respecté le mariage. Donc normalement, et c'est fini, ils sont condamnés. Vous savez ce qu'il a fait lui? Il a dit je vais faire un truc, je vais casser le contrat. Je vais casser les tables. Comme ça dit, il n'y a pas de mariage. Pour leur sauver leur vie, il a dit je vais casser les tables. Ils disent pas on arrête le mariage, on divorce. Clac, clac, ils cassent le contrat. Comme ça, ils vont faire teshuva et on va faire un nouveau contrat. Et ça sera la deuxième table de la loi. Vous avez compris pourquoi il a cassé Moshe Rabbeinu? Pour leur sauver leur vie. Et comment l'autre il a traduit? Mais de quel droit tu les casses? Nous aussi on était sur Mont Sinaï. Eux ils ont fauté, je comprends, mais pour eux tu pouvais les casser. Mais pour nous tu les casses pas. On n'a pas fauté nous. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris la manipulation, comment c'est énorme? Ça veut dire qu'on peut penser que c'est émettre ce qu'on pense, alors que tout est faux. Tout ça pourquoi? Parce que d'origine, on a été frustré. Parce que d'origine, il avait rêvé qu'il allait chef de tribu. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, il va te faire des films. C'est-à-dire que c'est très grave. Hein. Ça veut dire qu'on peut être... Ça veut dire que, mais ce qui est grave en vérité, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que, et c'est ça qu'il faut réfléchir. Ce que je vous dis, n'ayez pas peur de ce que je vais vous dire, mais essayez de le comprendre. On peut devenir des grandes sadikim. Mais il faut faire attention que chaque personne a l'ambition d'atteindre quelque chose.
Quand on n'a pas d'ambition dans la vie, on n'arrive pas très haut. C'est vrai. Mais il faut faire très attention. Que j'apprends de Korach que l'ambition, c'est un objectif, mais duquel je ne dois pas être tributaire. Écoutez-moi bien ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont des objectifs. Il faut que j'arrive là-haut. Et je me mets toute la motivation possible inimaginable. Il faut que j'arrive à chef de tribu de Lévi. C'est vrai, c'est ça. Et donc il faut que j'y arrive. Et je m'invente même dans ma logique quelque chose qui m'amène à penser que c'est possible. Et c'est logique que ça devrait être possible. Et j'attends que Moshe va me dire, c'est toi le chef de la tribu de Lévi, ça sera logique. Parce que j'ai tellement ambitionné dans ma vie d'être cet homme. Et quand je vois que Moshe Rabbeinu finalement il nomme quelqu'un d'autre, ça crée une frustration énormissime qui va faire que je vais me rebeller contre lui. Le problème, écoutez-moi bien, il faut avoir de l'ambition dans la vie, mais jamais tributaire des ambitions. Tributaire, ça veut dire, ne crois pas que c'est ce que tu penses atteindre que tu dois forcément atteindre. Mais non, si tu ne l'atteins pas, c'est Mina Shamaim. Mais de toute façon, si tu n'avais pas eu d'ambition, tu n'aurais jamais atteint le niveau que tu as atteint dans ta vie, jamais. Donc il faut avoir des ambitions dans la vie, mais jamais tributaire de cette ambition. Ça veut dire que l'objectif que je dois atteindre n'est pas fixé par moi, il est fixé par Hachem. Maintenant, si je l'atteins, bah, tant mieux pour moi. Si je l'atteins pas, je ne suis pas frustré parce que je ne suis pas tributaire de l'objectif que je veux atteindre. Je veux avoir la pêche d'atteindre quelque chose, et si je n'atteins pas, j'aurai au moins atteint quelque chose d'énorme qui ne correspond pas à ce qu'Hachem voulait, mais quand même que j'aurai atteint quelque chose qui sera différent que si je n'avais pas eu d'ambition au départ. Et les gens disent, attends, mais tu te rends compte, si au bout de ton ambition, tu arrives à une frustration, à quoi ça sert d'avoir des ambitions? Vous avez compris? Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut dire, non, il faut être ambitieux dans la vie, mais jamais tributaire de l'ambition que tu veux atteindre. Parce que ce que tu penses, c'est pas forcément ce qu'Hachem voulait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, le piège de Korach, c'est qu'il va être tellement touché par ce qu'il a manqué d'être, parce qu'il a rêvé, et qu'à cause de qui il a rêvé? À cause de qui ça s'est pas réalisé? À cause de qui ça s'est pas réalisé? À cause de Moshe Rabbeinu, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est lui qui a nommé les Seven Miguel. Et tout ça, il va s'inventer un scénario qui est psychiatrique carrément. C'est-à-dire que la personne elle arrive à un tel niveau, on peut être un très grand sadique et un grand chassid, tout ce que vous voulez, et en vérité, ça peut se retourner contre nous parce que on est à la mesure d'accepter l'ambition qu'on veut atteindre un jour. Et là, ce qui se passe, c'est que ça se retourne contre lui. Mais par tzidkout, il pense qu'il est sûr et certain que Moshe va se tromper. Il s'est trompé. Vous comprenez? Regardez jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu? Il dit, écoute, c'est simple. Écoute, moi je te dis, moi j'invente rien. Il dit, c'est Hachem qui m'a dit de nommer le Tzaon Buziel. Mais là, si tu es convaincu que c'est faux, ok, c'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre les martotes, les fameux encensoirs avec les... D'accord? Chacun, voilà, tout le monde, vous allez tous prendre des encensoirs, ouais. Écoutez, c'est simple. Si vous êtes Kohen Gadol et que je me suis trompé et c'est moi qui ai tout inventé, vous serez Kohen Gadol. Et sinon, vous allez tous mourir. Bon, quand quelqu'un lui fait un truc pareil, on lui dit, écoute, c'est simple, c'était tes désirs contre ta mort. Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il dit, vous savez, on peut rigoler. Ça va. C'est bon, c'est une plaisanterie. Vous avez bien sûr, Shalom, vous êtes le Kohen Gadol. Et l'autre, il dit, évidemment. Entre la mort et le désir, entre la mort et l'ambition, soit Moshe Rabbeinu c'est un imposteur, et donc il dit n'importe quoi, il veut nous faire la pression, soit peut-être qu'il dit la vérité. Mais comme il est un imposteur, donc tout ce qu'il pense, ça ne va pas se réaliser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste que là, ça va les tsara, quoi. Et donc ils sont sûrs qu'ils sont sûrs d'eux, et donc ils vont accepter. Ils sont sûrs qu'ils ne vont pas mourir, vous comprenez ou pas? Il a fini de parler, la terre s'est ouverte, clac, ils sont tombés dans le trou. Mais c'est un truc de fou, ça veut dire que jusqu'où ça va? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur de rien. Vous avez compris? Plus peur de rien. Ils sont tellement convaincus que tous les arguments qu'il a pu inventer sont vrais, et que les gens qui les ont entendus, ils sont sûrs et certains que ce qu'il a dit était logique et vrai, parce que quelque part, vous comprenez ce qui se passe quand il casse l'étape de la loi, parce que nous, on n'a pas fait la faute du Vaudor, donc on est tous des sadikim, on n'a pas fait la faute du Vaudor, c'est pas juste ce qui nous arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc le fait que ça soit pas juste, ça amène à un illogisme. La frustration qu'il y a une forme d'injustice qui se crée amène un illogisme. Et quand on est intelligent, on va argumenter au maximum dans le sens de ce qui nous arrange. Parce que ça justifie le fait que c'était injuste au départ. C'est ce cheminement intellectuel que je veux vous faire entendre. Et ça, c'est l'Yetzera, ça. C'est l'imagination. Mais c'est l'imagination, mais c'est l'Yetzera. C'est le Yetzera. Ça veut dire que le Yetzera, il veut nous détruire. C'est-à-dire qu'on peut atteindre des niveaux dans la vie, dans la Torah. Ouais, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on veut être, etc. Et qu'on se rend compte, en fait, on le comprend en politique, par exemple, vous comprenez très bien en politique.
On le comprend en politique, on le comprend dans le monde du travail, on comprend que des gens ils vont faire du lachonara sur les autres pour les détruire, pour prendre le poste dessus. En politique, c'est pareil, vous avez compris. Quand vous écoutez des hommes politiques qui parlent, c'est genre, ils n'ont rien compris, et si on avait été à leur place, ça aurait été différent. Ils se déchaînent contre les autres sous prétexte que la vérité elle est chez eux. Vous comprenez? Parce qu'ils veulent être ministres, parce qu'ils veulent être président de la République, parce qu'ils veulent. Voilà. Ils vont s'acharner, mais violemment, l'un contre l'autre, pour définir les vérités. Mais si de toute façon, si tu penses que tu as raison, tu n'as pas besoin de détruire l'autre, tu as besoin simplement de prouver que ce que tu dis est juste. Est-ce qu'on cherche la vérité? Mais non, vous comprenez qu'on ne cherche pas la vérité. On cherche à avoir un poste. On n'est pas en recherche de vérité. On cherche à avoir un poste. Parce que si tu penses que tu as raison, bah fais ta démonstration, et tu n'as pas besoin de dire du mal des autres. Et les gens comprendront, ils verront la différence entre ce que le programme de l'un et le programme de l'autre, ils feront la différence tout ça. Tu n'as pas besoin de manifester, du dégoût ou du désarroi de ce que l'autre y propose. Pourquoi tu descends les gens? Vous avez compris ou pas? Et donc c'est clair et net que, en vérité, c'est pas un problème de vérité. C'est un problème de prendre la place de l'autre, c'est tout simple. Mais ça, c'est de l'acharnement politique qui va faire que on le comprend très bien. Mais ce même cheminement, vous le trouvez dans tout, en fait. Même dans la Torah, ça peut exister malheureusement. C'est ça qui est marqué dans la Torah ici. Il faut faire attention qu'on ne soit pas manipulé. On doit être des tzadikim. Et à chaque fois, vous allez vous rendre compte que tous les points que je vous ai donnés, c'est toujours qu'on a toujours essayé de bien faire. Réhouven, il a pensé bien faire. Il a pris les de son père, il dit, mais c'est un affront pour ma mère, quelle honte. Il était dormi dans la chambre de la servante, mais ça va pas ou quoi? C'est honteux pour ma mère, il pensait bien faire, il a mal fait. À chaque fois, c'était pareil. On pensait bien faire, on a vendu Yosef. Vous imaginez, Yosef, il est le roi d'Israël, vous imaginez, mais c'est Yehuda, roi d'Israël. Mais c'est-à-dire qu'on va couper le Israël en deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se tourner vers Yosef et tourner vers... Mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On était obligé de tuer Yosef. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Il vaut mieux qu'un soit éliminé et qu'on conserve toute la famille, qu'on coupe en deux et on perd tout. C'était logique, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est dans la logique de bien faire. Mais on ne consulte pas. Vous comprenez? On s'invente, on ne consulte pas. Pareil, à chaque fois, c'est des problèmes qu'on a voulu bien faire. Korach, il est sûr qu'il a bien fait. Les Meraglim, ils sont sûrs d'avoir bien fait. Heureusement que vous nous avez envoyés en Israël, vous imaginez, on serait tous morts aujourd'hui. On serait rentrés en Israël, mais avec des géants pareils, on serait tous écrasés, on serait tous morts. Heureusement que vous nous avez envoyés. On a pensé bien faire. À chaque fois, on pense bien faire, mais on ne consulte personne. C'est ça qui est grave, vous comprenez? T'es sûr de toi? Mais c'est normal, vous dites, mais j'ai les gens qu'on a vus, mais vous imaginez qui c'était? Le Shlach Kadosh, il dit, mais vous n'êtes pas au niveau d'entrer en Israël. On a préféré vous faire peur, parce que si vous étiez en Israël, Moshe serait mort entre temps, puisqu'on sait qu'il va mourir, il ne pourra pas rentrer en Israël, il va mourir. Et donc, quelles sont nos références? On n'a plus de références. Vous savez quoi? On n'est pas prêt. Il vaut mieux qu'on fasse du Lachonara et qu'on puisse se construire dans le désert grâce à Moshe Rabbeinu, qu'on puisse rentrer en Israël, on va tout perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est logique, d'un côté c'est logique. Mais qui t'a dit qu'on n'était pas au niveau? Vous savez, à chaque fois il y a ces erreurs, toujours. Mais qui t'a dit que? Et c'est de l'invention. Et ce problème, c'est que c'est nous qui inventons, et nous, on croit que c'est l'autre qui invente. On est victime de ce qu'on pense. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. Que quand tu sais pas, tu sais pas. Tu dis peut-être, commence pas à inventer. Ou alors tu consultes quelqu'un qui est neutre. Lui, Moshe, il est dans la Torah, il va te dire oui ou non. Mais si même la référence, tu l'élimines, qu'est-ce qui reste? Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est dû au fait qu'on ait un petit peu égratigné l'image. On a égratigné l'image de Yaakov Avinu. On a égratigné l'image de Moshe Rabbeinu. Et le fait qu'on ait égratigné son image, il y a de la déconsidération. Alors on n'a pas besoin de lui. Et quand ça va contre soi, on va carrément l'éliminer en disant tu es un imposteur, jusqu'où ça va? Vous avez compris? Mais tout ça, c'est dû au fait que 1. Frustration, 2. Ambition personnelle. Rappelez-vous toujours de ça. 1. Frustration, 2. Ambition personnelle. Je veux atteindre quelque chose qui a été frustré par monsieur qui a décidé que c'était pas moi. C'est pas possible. Et je vais me faire toute ma vie, je vais me battre contre ça. On va avoir de la vengeance, de la rancune, etc. Vous voyez? Et ça existe malheureusement dans les vies de couple, c'est pareil. Des gens, ils peuvent s'acharner contre leur épouse ou leur mari, etc. Parce que par vengeance. Tu m'as fait rater ma vie, tu m'as fait je sais pas quoi. Ouais. Etc., parce que j'avais une ambition et tu m'as cassé cette ambition. Et ça peut arriver à ça, ça arrive à des choses pareilles. Il y a un autre personnage qui a aussi décidé mais qui a réussi. Ici, c'est marqué dans la paracha de Korach, qui a aussi pris des initiatives mais qui a réussi. Regardez comment c'est marqué. Je reprends la paracha de Korach. C'est marqué Veikar Korach, Ben Itzar, Ben Kat, Ben Eli, Datan Vaviran, Ben Elia, Ve'on Ben Pelet. On Ben Pelet. On Ben Pelet,
Béné Rouven, fils de Rouven. Il est passé où ce personnage, On Ben Pellet? Il est mort lui? Il est mort ou pas? Il a disparu de la paracha. Pourquoi il a disparu? La Gemara dans Sanavim d'Afkouf Yud, elle dit là-bas comme ça. Sa femme, elle a dit à son mari, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire là? Il s'était associé à Korach. Il a dit, mais il a dit comme ça, elle a dit à son mari, écoute, si Moshe Rabbeinu, il a raison, tu seras toujours l'élève de Moshe Rabbeinu. Si Korach, il a raison, tu seras l'élève de Korach. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il dit, mais j'ai juré que j'allais m'associer à eux pour aller voir Moshe Rabbeinu. J'ai juré que je vais faire. Il dit, laisse-moi faire. Il dit, voilà, elle l'a saoulé, son mari. Elle l'a saoulé, et il était complètement saoul, elle l'a mis dans sa chambre, il a dormi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son foulard. Et quand les gens sont rentrés pour aller chercher On Ben Pellet, les gens de Korach, ils l'ont vu, ils étaient Kulam Kedoshim. Donc ils ne regardaient pas des femmes qui n'étaient pas couvertes, des cheveux couverts. Ils ont eu honte et tout, ils sont sortis. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a fait comme ça, elle s'est passée devant la porte comme ça, avec ses cheveux découverts. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu les cheveux, ils ont eu honte, ils sont sortis. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Son mari, il a dormi. Ouais, et finalement, il n'est pas mort. Elle lui a sauvé sa vie. Vous comprenez? La femme de Korach, elle a dit, mais dis-moi, Moshe, il se moque de toi, quoi. Il t'a rasé complètement. Ouais, parce que les Lévi, on les rasé complètement. Mais c'est quoi cette coupe? C'est quoi ce truc? Il t'a complètement rasé. Mais c'était toi. Et c'est elle, chaque fois qui le motivait, c'était sa femme, en fait, qui le motivait, en disant, mais tu te rends compte, mais Moshe Rabbeinu, il choisit qui il veut, il prend son frère, il prend ses cousins, et toi alors? Mais c'est toi qui dois être le chef de Lévi. Elle le motivait, mais en vérité, elle était contre lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la femme de On Ben Pellet, elle a été avec son mari. Les femmes, elles ont participé au Vaudor? Non. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça, on dit Chochmat Nashim Bad Dabeta. C'est les femmes qui construisent les maisons. Ça veut dire quoi? La femme, elle a cette cohérence. Le mari, il peut être piégé par des circonstances où la femme, elle sent que ça sent mauvais. Fais attention. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu l'intelligence de saouler son mari. Elle s'est mise devant la porte. Ils ont dit qu'ils sont Kedoshim, ils ont raison. Vous avez compris? D'un côté, je vous explique qu'ils ont fait ça, les Shamshamim, mais ils sont trompés, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé ça contre eux. Elle s'est découvert les cheveux. Comme ça, ils vont pas avoir des femmes avec les cheveux découverts. Alors ils se sont pas tournés vers elle. Et ça a sauvé la vie de son mari. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle a réussi à trouver un argument très fort pour essayer de l'enlever de son Yitzhara. Elle a dit, le seul moyen que j'ai, c'est de faire ça. Et elle a fait de son initiative personnelle. C'est comme les femmes, elles ont pris des miroirs, etc., pour avoir des enfants. Elles ont fait tous les Shamaïm, mais elles ont vraiment trouvé les solutions pour contrecarrer les Yitzhara. C'est pour ça que j'ai expliqué que la manipulation intellectuelle, contre soi, c'est très grave, mais contre les Yitzhara, c'est une mitzvah. Vous avez compris? Elle a manipulé. Parce que, il dit, mais j'ai juré, comment je vais faire? J'ai juré, je leur ai juré que je vais y aller. J'ai dit, écoute, laisse-moi tranquille, moi je vais te saouler et on va s'en sortir. Elle va manipuler son Yitzhara en lui faisant croire que finalement, voilà, elle va utiliser ce qui est le Yitzhara des autres pour arriver à sauver son mari. Vous comprenez comment elle a fait? C'est une chorma extraordinaire. Alors que la femme de Korach, elle a tout fait pour que Korach il prenne le poste de Aaron Cohen. Et tout ça, c'est une invention qu'elle a mis en place parce que, par kavod et par honneur, tu sauves ton mari ou tu veux prendre le kavod de ton mari pour être le mari de je sais pas qui, et donc tu vas le pousser pour que toi tu aies le kavod d'être la femme de cet homme, ou toi tu veux sauver ton mari. C'est toi qui décides. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des cas où des Avérotes deviennent des Elle a fait ça, elle n'a pas fait d'améra en vérité. Mais je sais pas, Elle a fait pour que eux, ils rentrent pas chez elle. Mais elle n'a pas fait d'améra. Que quand ils l'ont vu comme ça, elle s'est découverte, mais elle a fait ça. En vérité, ils l'ont pas vu, ils l'ont vu qu'elle était là, ils sont sauvés. Ils l'ont pas fait. Mais c'était pour faire en sorte qu'ils ne rentrent pas chez elle. Et c'est très intéressant de voir qu'elle a trouvé la chorma pour contourner l'Yitzhara. Si elle avait été bête, elle n'aurait rien trouvé. Et si elle n'était pas maline, elle n'aurait rien trouvé non plus. Mais cette malice contre l'Yitzhara, pas contre la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit Chachamim, ils sont aroumim, ils sont malins, les Chachamim. Les Chachamim, ils sont malins, mais pas pour faire des magouilles, mais pour contourner l'Yetzer. Vous comprenez ou pas? Parce que celui qui nous manipule le premier, c'est lui. Il faut sentir que c'est de la manipulation. Ouais. Manifestement, Korach, il était intelligent, mais pas malin. Il ne s'est pas rendu compte qu'il est rentré dans une malice qu'il a en fait tourné, qu'il a fait tourner, qu'il a fait perdre. C'est lui qui a perdu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc tous ces enseignements, je vous les donne pour vous expliquer que, c'est des symptômes. Vous voyez, quand un type se sépare, c'est qu'il prépare quelque chose. Quand il arrive à manipuler les autres, c'est dangereux. Et quand on veut, soi-disant, sous prétexte de vérité, on va contre la Torah, contre les Talmidei Chachamim, il y a un problème. Ça va? Ça sent mauvais.
c'est pas normal. Et quand la personne est manipulatrice de cette manière, il faut s'en séparer, il faut s'en éloigner au plus possible, parce que voilà ce qui se passe. Jusqu'au prix de sa vie, le type, il était prêt, Moshe Korach, il était prêt au prix de sa vie de prendre le risque. C'est-à-dire que ça va très très loin dans le désir. Et aussi d'apprendre qu'on peut être piégé par ses intérêts personnels et s'enfermer dans une spirale dans laquelle on ne sort pas. C'est aussi intéressant de voir ça. Et aussi qu'il faut mettre des limites dans son ambition, en sachant que je veux être ambitieux, j'ai ambitieux, mais pas être tributaire de mes ambitions. C'est pas parce que je rêvais d'avoir quelque chose que je ne l'ai pas eu que je deviens fou, je deviens folle. Non. Je dis, bah, tant mieux, c'est pas grave, je ne l'ai pas eu, j'ai confiance en Dieu, et j'arrive à mesurer en disant, si je n'avais pas eu d'ambition, j'aurais jamais atteint ce niveau-là, et si je n'ai pas atteint ce que j'espérais, bah, c'est que Mina Shamaim, j'aurais raté l'occasion d'être cet homme ou d'être cette femme là-bas, et c'est pas pour moi. Je suis ma amie, je respecte les choix d'Hachem, mais pas forcément les miens. Vous avez compris? Voilà tous les enseignements qu'on peut tirer de ce passage. Chazak ou Baruch, Chazak, avec plaisir.